Bonjour, je suis Pascal Piquet, coach de réussite. Je vous entraîne à traverser ce que nous vivons actuellement pour en sortir plus grand. Eh bien, pour ceux qui s'inquiétaient de la santé mentale de Wilson, eh bien écoutez, il a toujours son grand sourire, voilà. Et il a surtout la casquette du garage, hop, 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 Jacques Racine. Eh oui, parce que l'équipe du garage Jacques Racine continue à travailler pour nous changer nos pneus et puis les petits problèmes qu'on peut rencontrer. Eh bien, je sais que pour vous, les pneus, c'est pas très important en Europe. Ben, pour nous, oui, parce que si on reste avec les pneus d'hiver, ça pose des problèmes. Donc, on est obligé d'y aller. Les gars, j'arrive. Vive le garage Jacques Racine et tous les employés que je salue avec grand plaisir. Donc, on se voit jeudi, les gars. Puis je mettrai ma casquette, je sais que ça vous fait plaisir. Alors, aujourd'hui, eh bien, j'ai eu un message, je voudrais vous parler de Jessica. Alors, Jessica, eh bien, elle m'a écrit parce qu'elle est confinée loin de son petit copain. Et oui, parce que son copain est dans la famille, dans sa famille à lui, puis elle est dans sa famille à elle. Donc, elle me disait, comment faites-vous, parce que vous savez que j'ai une relation longue distance, comment faites-vous pour gérer cette longue distance? Eh bien, c'est très simple, les amis. C'est parce que si vous rencontrez ce problème-là, que vous êtes confiné loin de votre amoureux, déjà, il y a une chose qu'il faut prendre en considération. Vous avez un amoureux ou une amoureuse. Ça, c'est une bonne nouvelle, parce que figurez-vous qu'il y en a qui attendent encore d'en trouver un ou une. Et moi, personnellement, ça m'a pris 11 ans avant de trouver la bonne personne, donc sachez que c'est pas votre histoire, hein. N'allez pas vous effrayer avec ça. C'est simplement que je n'ai pas pu lire à l'époque les livres de Pascal Piquet qui m'auraient bien avancé et j'ai été guidée par personne, alors j'ai dû me débrouiller toute seule. Les résultats vous les avez dans mes livres, mais moi là, j'ai pas pu lire le livre de Pascal Piquet pour comprendre que j'avais un méchant problème de dépendance affective et surtout pour repérer les dépendants affectifs. Ça m'a pris longtemps. Et puis le résultat de mes travaux, vous l'avez dans les livres. Et c'est aujourd'hui le thème que nous allons aborder justement, comment reconnaître une personne en dépendance affective. Et le point important, êtes-vous en dépendance affective? Nous allons le savoir sous peu de temps. Donc pour répondre à Jessica, eh bien écoutez Jessica, vous avez un amoureux, ça c'est la plus belle chose qui soit. Nous avons du pouvoir sur notre, si vous reprenez l'environnement, sur notre job, sur notre domicile, sur notre entourage. Nous avons du pouvoir sur nous, sur notre santé. La seule chose sur laquelle nous n'avons pas de pouvoir, et les célibataires en conviendront, c'est quand vous allez rencontrer la bonne personne. Ah oui. Le seul pouvoir que vous ayez dans ce domaine, c'est de rayonner. Rayonner et vous attirerez un soleil. Évidemment, si vous pleuvez, ça n'existe pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Si vous pleuvez, vous attirerez la pluie. Et si vous dégoulinez de névrose, vous attirez quelqu'un qui dégouline aussi de névrose. Donc, souvenez-vous, les personnes heureuses attirent les personnes heureuses. Donc, rayonnez et vous attirerez un soleil. Donc déjà, Jessica, dites-vous que vous avez un amoureux, vous pouvez communiquer avec lui grâce aux nouvelles technologies, youpi youpi, et puis surtout vous dire que quand le confinement sera terminé, vous pourrez vous revoir. C'est ainsi que nous fonctionnons, mon amoureux et moi, c'est que nous ne comptons pas les jours où nous ne pouvons pas nous voir, nous parlons des moments où nous allons nous revoir. Nous sommes toujours focalisés sur le moment où nous nous reverrons et pas du tout sur le nombre de jours pendant lesquels on ne se voit pas. Et entre-temps, on communique par les nouvelles technologies et on communique tous les jours et on est là l'un pour l'autre. Surtout en cette période, donc oui Jessica, soyez heureuse, vous avez un amoureux, ça c'est la bonne nouvelle, et vous m'avez dit qu'à la lecture de mes livres et après tout le travail que vous avez fait sur vous, vous pensez avoir trouvé le bon. Eh bien, nous vous le souhaitons, ma chère Jessica. Donc, j'espère que c'est réglé et que c'est avec plaisir que vous allez attendre, avec beaucoup de patience, le confinement. Plus c'est long, plus c'est bon. Je parle de l'attente. Je me rappelle de Denis Kénard, un grand ami qui était mon patron à l'époque, qui disait toujours, le meilleur moment, c'est quand on monte les marches de l'escalier qui mène à la chambre. Parce qu'après, ça va trop vite, on ne se rappelle plus. Donc, Jessica, soyez heureuse, vous avez trouvé un amoureux, pensez à tous ceux qui n'en ont pas, et qui sont d'autant plus seuls en ce moment, qui sont confinés chez eux, peut-être en grand isolement, et qui rêvent de rencontrer quelqu'un un jour. Donc, bravo, vous l'avez rencontré, soyez heureuse, fonctionnez là-dessus, et gardez ça en mémoire. Ça va? Alors,
Après ça, j'ai autre chose à vous dire. Figurez-vous que je suis assez terrifiée. Oui, oui, parce que Google m'a envoyé un message en me disant exactement tous les endroits où j'étais allée récemment. Alors, pas récemment, mais dans le mois dernier. Et là, j'ai eu peur. Et soudain, j'ai appris que, figurez-vous que sur toute l'Amérique du Nord, tous les États des États-Unis et toutes les provinces du Canada, les Québécois sont arrivés les premiers dans le confinement. On est champion du monde du confinement, on est les plus raisonnables, et Google nous ayant espionnés, eh bien il s'avère que nous ne bougeons pas et que nous restons bien sagement chez nous. Je sais qu'il y a des débordements parfois dans certains magasins, que des gens ne respectent pas, qu'il y a des émeutes, mais j'espère que ça va se calmer. Évidemment, je vous parle à vous, mais je sais que, vous le savez, vous n'êtes pas le public visé, puisque vous m'avez dit que vous faites partie des 2%. Ou peut-être que vous êtes en train de vous éveiller et que c'est le groupe dans lequel vous voulez entrer. Alors, aujourd'hui, maintenant que j'ai parlé à Jessica, je vais parler à ceux qui sont peut-être sur le point de craquer. Bon, je vous comprends. Alors, ramenez-vous. Oui, je comprends, c'est difficile, c'est vrai, mais extrayez-vous de ça. Il y a une première chose que je vous propose de faire. Coupez les fils de la télé. Oui, parce que si vous restez branché à la télé en permanence, vous savez ce que ça fait? Ça fait tout simplement ça. Voilà. Mort, virus, mort, virus, mort, virus, mort, virus, mort, virus. Et à la fin de la journée, vous avez une bosse. Ben, une méchante bosse. Vous avez peur, forcément. Souvenez-vous, les mots ont une action sur les cellules. On a 75 millions de cellules. Donc les mots qu'on entend vont avoir une action sur nos cellules parce que le cerveau envoie un message. Donc, tous les mots que vous entendez au sujet de l'actualité, ce sont des mots négatifs, bien sûr. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, votre cerveau les entend, envoie un message à votre corps, et vous avez 75 millions de cellules qui agissent comme des anémones. Imaginez les anémones au fond de l'eau. Vous savez, c'est joli. Ça va au gré des courants. Il y a des petits poissons qui passent à travers. Mais dès qu'une anémone est en danger, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se contracte, puis elle devient une espèce de gloubi-boulga mou, visqueux, puis c'est moche. Une anémone qui s'est rétractée, c'est très très moche. Donc, rappelez-vous que vos cellules, vos 75 millions de cellules, elles ont besoin de s'ouvrir pour pouvoir travailler. Pour travailler sur vos organes, pour travailler sur votre système immunitaire, pour travailler sur beaucoup de choses, votre digestion, tous les organes, en fait, que constituent ces 75 millions de cellules, eh bien, ils ont besoin de frétiller, ils ont besoin d'être ouverts. Dès que vous entendez les mots de l'actualité, elles se referment. Et qu'est-ce qui se passe? Imaginez, 75 millions d'employés qui se mettent en petite boule, comme on dit ici, en petit bonhomme, là, qui se mettent en fœtus et qui ne veulent plus bouger, parce qu'elles ont peur. Ça donne quoi? Ben, ça donne des mauvais résultats. Que diriez-vous de faire un break? Au moins une journée, 2 journées, 3 journées, 4 journées. De toute façon, s'il se passe quoi que ce soit, vous serez au courant, vos amis vont vous l'envoyer. Mais faites un break, les amis. Faites un break, sinon vous allez devenir fou. Vous êtes entre 4 murs, c'est clair. On va traverser ça, je serai là. Vous n'êtes pas débarrassés. Je serai là. Mais surtout, libérez-vous l'esprit, pensez à autre chose, regardez des films comiques, lisez, faites du sport. Et si vous craquez, je vous donne un conseil, comme ça vous verrez si vos voisins ou des gens dans les immeubles d'en face regardent aussi ma vidéo. Vous ouvrez la fenêtre et vous criez « Géronimo !» Parce que Géronimo, c'est un mot qui inquiète personne, c'est pas quelqu'un qui est en train de taper sur sa femme ou son conjoint, mais ça fait du bien, ça libère les tensions. Donc on vous a donné des exercices de respiration avec ma cousine Armelle Herbeau-Viry avec son chien, puis ça va bien avec le chien et le chat aussi, mais vous avez besoin de sortir les tensions. Puis respirer, c'est bon, mais à un moment donné, vous ventilez parce que vous commencez à sentir un peu d'anxiété, voire même beaucoup. Donc, criez en pleine journée, hein, pas au milieu de la nuit, là, quand il n'y a plus aucun bruit. Mais je vous assure, ouvrez la fenêtre et criez. Alors, ne criez pas avec la gorge, vous allez vous péter les cordes vocales. Criez avec le ventre. Ah, c'est par là que ça doit venir, pas là. Si ça fait ah, c'est sûr, vous allez vous péter les cordes vocales. Mais faites-le. Personne trouvera ça étrange, mais sortez cette tension, sortez cette anxiété et criez toute la famille. Les gamins vont adorer ça. Criez avec toute la famille, vous ouvrez la fenêtre parce que c'est le printemps, il fait beau, et vous criez Géronimo. Géronimo, c'était un chef indien, mais je trouve que c'est bien, c'est bien. Donc, Géronimo!
vous criez tout l'air de vos poumons, vous allez voir que ça détend. Et puis, j'ai un outil aussi pour les enfants, si vous n'en pouvez plus, eh bien, attachez-les. Non, je blague. Non, juste la belle-mère. Non, je blague aussi, là, non. Ça c'était pour rire. Non, c'était pour rire. Donc, libérez les tensions, dansez, dansez aussi. Mettez-vous de la musique et dansez avec toute la famille, même si vous êtes seul, dansez, ça libère. Si vous n'avez pas l'idée de faire du sport ou des choses comme ça, mais ça va libérer les tensions. Il faut que vous dégagiez de l'endorphine. Donc à un moment donné, en gigotant, en dansant, en faisant n'importe quoi, en faisant les fous avec la famille, toujours à la même heure, hein, vous allez voir, c'est bien, c'est libérateur, et bien ça peut être des bons outils pour vous aider à passer le cap. Mais tu vas tenir. Crois-moi, tu tiendras, on va tous tenir. On va tous tenir, on est là pour s'entraider, on est les uns avec les autres, on est ceux qui souhaitent garder le moral, il y a ceux qui sont les soignants, je le répète, et qui sont au front, mais nous, on doit garder le moral. Ok. Et puis, j'aimerais savoir, sans être Google, mais écrivez-moi pour me dire d'où vous écoutez, vous regardez la vidéo, dans quel pays vous êtes. Alors, je sais que ceux qui sont en Australie, Hong Kong, Bangkok et d'autres pays lointains comme ça, avec le changement, le décalage horaire, pourront pas se manifester tout de suite. Mais si ça vous tente, j'aimerais savoir où vous êtes, d'où vous regardez la vidéo. Je trouverais ça sympa de savoir quelle grande famille nous formons. Et puis, pouvoir visualiser où vous êtes les uns et les autres. Voilà, c'est une suggestion. Si vous n'avez pas envie, vous ne le faites pas. Mais je trouverais ça chouette. Alors, je pense que j'ai fini de vous annoncer toutes mes nouvelles. Voilà, parfait. Donc surtout, décrochez des médias. Et si vous avez Skype, vous pouvez vous voir avec votre amoureux ou votre amoureuse en longue distance. Vous pouvez aussi voir votre famille, mais vous pouvez mettre votre Skype ou tout autre FaceTime ou quoi que ce soit. Vous pouvez manger ensemble. Ben oui, vous pouvez, chacun de votre côté, là, vous mangez, mais vous mettez tous les ordinateurs sur la table et puis vous mangez avec votre famille, avec vos amis, ça peut être vraiment chouette. Moi, je l'ai fait avec mon amoureux. Et ben oui, on mange ensemble. Faites-le aussi, ça rapproche. Et puis, certains vont se rendre compte qu'ils ont de vrais amis, d'autres vont se rendre compte qu'il n'y en avait pas. Vous pouvez vous rapprocher de certaines personnes que vous avez un peu négligées. C'est le temps. Écoutez, valorisez ce temps où vous êtes enfermé. Je pense que c'est le temps de faire quelque chose qui va vous rapprocher. Alors, comment reconnaître une personne en dépendance affective? Bon, dans un premier temps, on va commencer lors d'un premier rendez-vous où vous pouvez poser les questions. En ce moment, c'est pas un premier rendez-vous, mais vous pouvez les poser sur le web, si jamais, sur le clavier, si jamais vous êtes en contact avec quelqu'un. En tout cas, il y a 5 questions. 5 questions qui sont parfaitement détaillées dans Gagner au jeu des échecs amoureux. 5 questions à poser de façon tout à fait anodine lors d'un rendez-vous. Alors, évidemment, vous les bombardez pas comme ça les unes derrière les autres avec votre feuille et puis des croix sur les réponses. Non, ça c'est pas comme ça. Faites-le subtilement, les amis. Donc, la première question, et depuis que vous suivez les vidéos, vous l'avez compris si vous n'êtes pas un de mes clients, je vous salue les amis. On continue. Donc, si vous avez compris que les parents ont un rôle important, parce que, qu'est-ce qui se produit? Paf! Quand ils n'ont pas été très adéquats, on se retrouve encore, paf, dans les chaussures d'un enfant de 6 ans broyé par ses parents. Donc, la première question à poser est, quelles sont tes relations avec tes parents? C'est intéressant parce que la personne, soit elle vous répond mes parents, ça va très bien. J'ai de belles relations, c'est vraiment des gens chouettes. Ça, c'est un bon point. Si la personne vous dit à mes parents, là, je leur parle plus depuis longtemps, je les déteste. Ouh là 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 là. Il y a des relents de dépendance, je les déteste. Oups, il y a encore des blessures, elles sont pas réglées. Et la personne, vous le savez, elle est encore reliée par son élastique à ses bourreaux. Dans mon cas, je répondrai que je n'ai plus aucune relation avec ma mère et que je suis en paix avec elle. Mais c'est important d'être en paix, vous vous rappelez, c'est ce qu'on a évoqué hier dans la vidéo numéro 13. Aujourd'hui, nous sommes au coup de boost 14. Donc, c'est important d'être en paix avec les acteurs du passé, surtout les bourreaux. Alors, à partir de là, moi là, mon point de vue, c'est que je suis en paix avec ma mère. J'ai aucune animosité, j'ai de l'empathie. Je suis très très sereine par rapport à ma décision. Donc,
Ben, c'est un bon point. J'ai un bon point, moi. Et vous, vous êtes comment vis-à-vis de vos parents? Après, il y a aussi, ça s'est très mal passé avec mes parents, mais j'ai réussi à renouer, on s'est expliqué. Il y a des parents qui se remettent en question, c'est vraiment beau. Moi, j'ai coaché des parents qui se sont remis en question, j'ai coaché des clients dont les parents se sont remis en question. Ça, c'est vraiment beau. Donc, on peut retrouver une communication, on peut retrouver le fil. Les parents se doutant qu'ils n'ont pas été très adéquats, il fut un temps. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils vont présenter leurs excuses et elles vont être acceptées par leurs enfants qui sont ravis de pouvoir reconnecter avec les parents. Donc, où la personne a eu de très bons parents, numéro un, c'est un bon présage. Elle déteste ses parents, elle est encore en lien avec, mauvais présage. Elle a coupé avec ses parents, mais elle est en paix avec ça. Elle a compris pourquoi ses parents agissaient d'une façon inadéquate, mais elle est en paix avec ça. Et puis, il y a aussi le fils à papa. Le fils à papa, la vérité, le fils à papa, il y a maman qui vient faire le ménage. Et oui, oh oui, il aime beaucoup sa maman. Mais sa maman, pendant que vous batifolez avec lui, elle a les clés de l'appartement et elle rentre. Elle est très présente, sa maman. Oh, très très présente là. Vous voyez bien qu'il y a un problème quand les parents sont trop présents. Pas que la mère, mais quand les parents sont trop présents, vous pouvez vous inquiéter aussi parce que ça va pas être facile. Lui, c'est pas l'élastique qu'il a pas coupé, c'est le cordon. Donc là, vous allez avoir des ennuis. Alors, il faut vraiment valider que la personne a coupé le cordon avec ses parents, qu'elle a des belles relations avec ses parents, ou alors qu'elle n'en a plus du tout mais qu'elle est à l'aise avec, ou alors que ses parents sont négatifs mais qu'elle les voit à dose homéopathique. Ça, c'est important. Dès qu'ils commencent à devenir négatifs, on peut reprogrammer des parents. Si, on peut. Donc, vous leur dites, écoute, quand tu deviens négatif ou négative, moi là, j'arrête la communication ou je m'en vais. Alors, vous allez avoir des parents qui vont dire, oui, c'est ça, on le sait bien, avec toi, il faut toujours être positif. Oui, ben voilà, vous avez compris. Oui, oui, cher papa, chère maman, il faut être positif. Quand vous devenez négatif sur le prix de l'essence, qui est en train de baisser, entre nous soit dit, au Québec, quand vous devenez négatif sur le prix de l'essence, sur les voisins, sur je sais pas quoi, je m'en vais. Maintenant, soyez positif, racontez-moi des belles choses, et j'aurai plaisir à rester. Eh bien, vous pouvez reprogrammer vos parents parce qu'ils vous aiment, et donc, des fois, ils ont envie d'en sortir une, mais ils vont la ravaler, ils vont pas imploser non plus, mais ils vont faire attention à ce qu'ils disent le temps que vous serez là. Donc, on en revient aux parents, parfait, vous avez vu tous les cas de figure. On passe à la question numéro 2. Après les parents, les ex. Quelles sont tes relations avec tes ex? Alors bon, il y a l'homme qui va vous dire « Mes ex, toutes des folles !» Oups. Il ne prend pas une grande responsabilité dans ce qui s'est passé. Ou quelqu'un qui va vous dire Mes ex, tous des alcooliques, tous des batteurs de femmes, tous des je sais pas quoi. Mon ex, c'est un pervers narcissique manipulateur. Ouh, ouh là là. Donc, ces gens-là qui n'acceptent pas d'avoir la moindre responsabilité dans l'échec de leur relation et qui sont encore enragés après l'ex, eh bien, vous pouvez partir en courant. Si, je vous le dis. Sans autre forme de procès, laissez-le payer l'addition ou laissez-la payer l'addition, partez en courant. Parce que là, c'est un très mauvais présage. Quelqu'un peut vous dire j'ai été avec des conjoints ou des conjointes qui m'ont malmené, mais j'ai fait un coaching avec Pascal Piquet, où j'ai lu ses livres, où j'ai fait une démarche avec un psy, j'ai compris que j'avais une responsabilité, que j'étais en dépendance affective et que je m'acoquinais à des personnes qui étaient dans le même déséquilibre que moi, et soit la personne dira j'étais desperado, elle le dira pas peut-être comme ça, mais elle dira j'étais au service des autres et je faisais tout pour mes conjoints ou conjointes et j'ai compris que le sauveur ça suffit. Et à ce sujet, mesdames et messieurs, les belles en détresse et les beaux ténébreux qui souffrent, laissez-les sur le bord de la route. Il y a des dépanneuses pour ça. Conseillez-leur de faire une démarche pour aller mieux. Donc, si vous êtes tombé sur quelqu'un qui ne reconnaît pas sa responsabilité dans l'échec des couples, ou si vous tombez sur quelqu'un qui vous dit « j'ai travaillé et depuis j'ai compris, je prends soin de moi, je me respecte et je me fais respecter », deuxième bonne réponse. Le premier, sauvez-vous. Ok? Partez vite. La troisième question, donc, les relations avec les parents, les relations avec les ex. Troisième question, au fait, par rapport aux ex, si vous êtes avec une personne qui est enragée après l'ex, eh bien dans le couple, vous ne serez pas deux, vous serez trois. Parce que cette personne-là va passer son temps à faire des vacheries à l'autre. Et du coup, si en plus vous l'y encouragez parce que vous êtes content ou contente qu'il s'en prenne à l'ex, eh bien c'est une erreur monumentale. Vous vous rappelez, l'amour est proche de la haine, c'est faux.
c'est archi faux. La névrose est proche de la haine, ça c'est clair. C'est-à-dire que la personne qui a encore une haine, qui nourrit encore cette haine vis-à-vis de l'ex, c'est qu'elle n'a pas décroché. Elle est là, avec son élastique, elle n'a pas décroché. Elle est encore accrochée à l'ex pour une multitude de raisons, mais elle ne décroche pas. Donc, vous faites un ménage à trois. C'est-à-dire que celui qui est toujours enragé vis-à-vis de l'ex, ou celle qui est toujours enragée, elle l'a encore dans la tête. Que vous soyez enragé, ou alors que vous pensiez l'aimer, que vous soyez névrotiquement attaché, eh bien, ça reste de la névrose. Donc, la bonne réponse est, mes ex, ça fait longtemps que c'est réglé, j'ai compris pourquoi les couples avaient échoué, j'ai fait l'autopsie de toutes mes relations pour savoir de quoi elles étaient mortes, elles sont mortes de dépendance affective. Donc, j'ai réglé ça, j'ai travaillé sur ma confiance et mon estime, et aujourd'hui, je suis prêt ou prête à rencontrer quelqu'un de bien et quelqu'un d'équilibré, parce que 1 + 1 = 2. Voilà, ça c'est un beau discours, une personne qui se respecte et qui veut respecter quelqu'un d'autre et être heureuse à deux. Bon, ça c'est un bon présage aussi. Donc, relation avec les parents, relation avec les ex. 3e question, ta vision du couple. Quelle est ta vision du couple? Si la personne vous répond, eh bien, moi là, c'est chacun chez soi, je veux plus vivre avec personne. Je me souviens de certaines femmes enragées que j'ai entendu dire, ouais, ben moi, s'il croit le prochain gars que je vais rencontrer, que je vais lui faire la cuisine et que je vais lui plier ses chaussettes, eh bien, il se trompe. Ben moi, savez-vous quoi? Quand j'étais célibataire, je répondais, moi là, mon futur amoureux, eh bien, je lui ferai la cuisine et même s'il faut lui plier les chaussettes avec les dents, eh ben je le ferai. Je serais tellement ravie de le faire. Donc vous comprenez qu'on ne forme pas un couple là. C'est je veux le meilleur de la personne et pas le mauvais, donc je vais prendre que les avantages. Alors chacun chez soi. Vous avez le droit de vivre chacun chez vous, à partir du moment où les deux sont d'accord. Moi j'ai pas d'inconvénient, je vois pas d'inconvénient à ça, mais il faut que les deux soient d'accord. S'il y en a un des deux qui a l'ambition de vivre sous le même toit, c'est raté. C'est raté. Parce que la personne, elle vous le dit, elle ne vivra pas sous le même toit. Sa conception du couple, c'est chacun chez soi. Bon, alors soit vous êtes d'accord avec ça, mais vraiment d'accord, pas faire semblant d'être d'accord en pensant que vous allez le faire ou la faire changer d'avis, il faut être vraiment d'accord. Si la personne vous dit, moi je veux un enfant et que vous n'en voulez pas, ou que vous en voulez un et la personne n'en veut pas, mais ma foi, ne cherchez pas plus loin, il va falloir partir. Si vous n'avez pas la même ambition de fonder un foyer, ça va coincer, c'est sûr. Soit vous allez rester sans enfant toute votre vie, puis vous allez passer la date de péremption et puis vous lui en voudrez, soit eh bien, il va falloir vous en aller parce que la personne n'en voudra pas. Et si vous croyez que vous allez lui en faire un dans le dos, je ne vous le conseille pas. Pensez à l'enfant. Donc la vision du couple est très importante. Sur quelle valeur repose le couple? Moi j'ai entendu quelqu'un dire à quelqu'un d'autre, oh ben tu sais on peut mentir, c'est pas très grave de mentir. Ou ah bon? C'est pas grave de mentir. Ah, ok. Non, ça ne le dérangeait pas la personne de mentir à son conjoint ou sa conjointe. Attention, validez que vous êtes sur les mêmes valeurs. Le même registre de valeurs et d'éducation. Attention, c'est important. Donc, si une personne pense que mentir c'est normal, si ça ne fait pas partie de vos valeurs, je pense que cette fois encore, vous pouvez partir au courant. Alors, la vision du couple, c'est important d'avoir la même. Ensuite, donc, les parents, les ex, la vision du couple. La 4e question, où te vois-tu dans 5 ans? C'est important, parce que si vous rencontrez quelqu'un, peu importe le pays, ou vous êtes dans un pays d'Amérique du Nord ou d'Europe, peu importe, et que la personne vous dit, moi dans 5 ans, je me vois en Afrique. Je rêve d'aller en Afrique et de creuser des puits en Afrique. Ça, c'est ce que je vais faire. Moi, dans 5 ans, j'ai ma retraite, ou dans 5 ans, je serai libre financièrement. Moi, je m'en vais creuser des puits en Afrique. Bon. Si c'est votre rêve aussi, banco, parfait. Si ça ne l'est pas, oups. Ou si la personne vous dit, moi je me vois sur un beau voilier, dans 5 ans, là je serai sur un voilier, ou dans 10 ans, je veux aller sur un voilier, voguer sur toutes les mers, et puis vous n'avez pas le pied marin, ça passera pas non plus. Moi qui suis une émigrée au Québec, eh bien, en tant que Française, il faut demander si vous êtes québécoise, mesdames, si vous fréquentez un Français, demandez-lui donc s'il compte rester au Québec. Parce que s'il a l'intention de repartir, eh bien ça va faire un déchirement. Une fois de plus, il va falloir couper le lien parce que il n'a pas du tout l'intention de rester. Vous savez qu'il y a des PVT, permis vacances-travail, on reste 2 ans. Au bout de 2 ans, la personne, elle retourne chez elle. Alors attention, validez qu'il y a de fortes chances que vous soyez au même endroit dans 5 ans. Si la personne vous dit, je me vois avec une femme ou un homme, des enfants, une maison, je me vois avec un foyer, je me vois avec une belle stabilité financière, si c'est la même chose pour vous, bravo.
Mais si vous, vous êtes un aventurier et que la personne, elle veut la maison, les enfants et le chien, sauvez-vous. Voyez, hein, que c'est pas vrai que les extrêmes s'attirent. Non. Qui se rassemblent, s'assemblent. Et la cinquième question, donc les parents, les ex, la vision du couple, où elle se voit dans 5 ans. Et la cinquième question est très importante, c'est regrets. Quels sont tes regrets? Alors, si la personne vous dit « je regrette de ne pas avoir fait d'études, j'aurai un meilleur salaire », ouf, il y a de la frustration là-dessous. Si elle vous dit « je regrette d'avoir tué quelqu'un », non, 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 là c'est normal. Hein, wow, 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 wow. Il y a des regrets quand même qui sont tout à fait acceptables. Mais la plupart du temps, les regrets d'une personne la plongent dans la frustration. Et cette frustration va vous accompagner dans le couple. Elle va remonter. Alors que, comme le disait Edith Piaf, non, rien de rien, rassurez-vous, je ne chanterai pas. Non, rien de rien, je ne regrette rien. Eh bien, voilà, voilà. Regardez derrière vous, est-ce que vous regrettez quelque chose? Non, personnellement, je ne regrette rien. Au contraire. Si je n'avais pas rencontré les 2 conjoints, je serais restée un monumental trou noir affectif et j'aurais traversé la vie sans comprendre ce qui m'arrivait. Heureusement que le père de ma fille, pour commencer, et ensuite le deuxième, m'ont reconnecté à mes émotions, je me suis rebranchée sur du 220 pour comprendre que ça fait mal en devenant desperado. Donc, on s'entend que les regrets, c'est très important. Je regrette d'avoir rencontré ma femme depuis, je suis aigrie, je regrette de ne pas avoir fait ceci ou de ne pas avoir fait cela, j'aurais voulu faire ceci ou cela. Eh bien, ça va vous suivre. Alors, pas de regrets. Alors, les parents, ça va très bien. Les ex, on peut être copain avec. Copain, mais pas... Il y a copain et copain, hein. C'est pas elle siffle et vous rappliquez ventre à terre ou des choses comme ça. D'ailleurs, si vous êtes avec quelqu'un qui a de belles relations avec l'ex, regardez juste comment l'ex regarde votre nouvelle relation. Vous allez tout de suite savoir si elle regarde la personne avec des yeux de merlan frit, hop, c'est qu'elle a encore un attachement. Si elle regarde la personne avec affection mais sans plus d'émotion, c'est bon signe. Donc regardez comment les deux se regardent. Votre nouvelle relation et son ex. Regardez comment ils se regardent les deux là. Et puis vous allez avoir beaucoup d'informations. Et vous allez savoir si c'est quelque chose de sain. Et puis surtout, regardez la réaction de l'ex, s'il y a des enfants entre les deux. La réaction de l'ex vis-à-vis de vous. Là, vous allez avoir l'heure juste. Vraiment, ça là, c'est clair que y a beaucoup d'informations dans les regards. Alors, comment l'ex vous considère s'il y a des enfants, vous allez le savoir. Et si votre nouvelle relation n'est pas capable de faire la circulation entre son ex et vous, ça va aller mal. Parce qu'il est encore ou elle est encore soumis ou soumise à l'ex, et du coup, ça va être des confrontations en permanence parce que votre nouvelle relation doit vous protéger de l'ex. Si elle ne le fait pas, eh bien, vous allez vous disputer sans arrêt. Ça veut dire qu'il a encore un attachement ou qu'il est encore soumis, dans un cas comme dans l'autre. Courez. Vous ne croyez pas, hein? Eh bien, expérimentez, puis vous verrez bien. Ensuite, quand vous rencontrez... Alors, déjà, vous savez, les relations avec les ex, les relations avec les parents, vos regrets, déjà pour savoir si vous êtes en dépendance affective, en sortant du couple, on oublie le couple, mais ça vous dit déjà si vous êtes en dépendance affective. Et puis quand vous rencontrez quelqu'un, eh bien, il y a des symptômes aussi. S'il répond de bonnes réponses à ces 5 questions, parfait. Ensuite, observez ses comportements. A-t-il ou a-t-elle des compulsions? On va dire la personne. La personne a-t-elle des compulsions? Je me souviens d'une cliente qui me dit, premier rendez-vous au restaurant, et le gars commande 3 bières en apéritif, mais pas les unes derrière les autres. Il dit à la serveuse, apportez-moi déjà 3 bières. Donc ma cliente s'en étonne un peu, et lui dit, mais tu bois 3 bières? Il dit, bah oui, c'est normal, dans ma famille on fait tout ça. Alors soit vous buvez 3 bières vous aussi, auquel cas vous allez former un joli couple, soit c'est pas dans votre fonctionnement, et sachez que vous êtes en train d'entrer en relation avec quelqu'un qui boit 3 bières tous les soirs. Donc à vous de choisir. Donc vous allez voir les compulsions, vous allez voir si c'est de l'alcool. Je me souviens aussi, là c'est un de mes amis, ça m'a fait rire. Le premier soir, premier rendez-vous, ils étaient sous les deux. Franchement, et non seulement ils étaient sous, mais ils ont essayé de coucher ensemble et ils n'ont pas pu. Non mais franchement, ça révélait beaucoup de choses sur l'un et sur l'autre. Il s'est soigné depuis, mais quand même, d'abord on ne couche pas le premier soir, mesdames, hein, on ne donne pas au monsieur ce qu'il doit mettre un certain temps à obtenir, on n'est pas dans un jeu de poker, hein, on n'est pas dans une partie de poker, je mets mon corps sur la table pour voir ce que tu vaux. Non, 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 le corps c'est la dernière chose qu'il faut donner. D'abord, il faut apprendre à se connaître. Ça, c'est dans séduire pour une vie ou charmer pour la vie. Parce que dès que vous donnez votre corps à un homme le premier soir en disant « Oh mon Dieu, c'est la première fois que ça m'arrive, d'habitude je ne fais pas ça », il ne vous croit pas. Même si c'est vrai, il ne vous croira pas. Donc, faites attention, respectez-vous, considérez-vous vierge.
Oui, madame. Considérez-vous vierge à chaque nouvelle relation, de façon à n'entamer des relations sexuelles que beaucoup plus tard, une fois que vous aurez validé la confiance et le respect. C'est un conseil que je vous donne, parce que si vous vous jetez à la tête de ce monsieur, eh bien, vous faites le même effet qu'une souris morte que l'on balance sous le nez d'un chat. Il va vous rendre les hommages dus à votre rang, mais c'est tout. À partir de là, eh bien, il va s'en aller en remontant son pantalon le lendemain matin ou au milieu de la nuit, et vous vous demanderez pourquoi. Bien parce qu'il a obtenu sans aucune difficulté, même sans l'avoir demandé pratiquement, ce qu'il aurait dû mettre beaucoup de temps à obtenir. L'homme est un conquérant. Ce sera le sujet peut-être d'un autre coup de boost, mais faites ce que vous voulez, mesdames, c'est un conseil que je vous donne. Donc, les compulsions, alors là, vous allez voir, on achète beaucoup de choses, on a beaucoup de voitures, on achète beaucoup de chaussures, on achète beaucoup de bouffe, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose de pas normal. La colère, la rage au volant, comme on dit ici au Québec, la personne est en train de conduire et elle est enragée après tous les chauffards, ou la colère, elle est utile quand vous devez faire comprendre à quelqu'un qu'il est rentré dans votre couloir de natation. Ça, c'est très important, donc vous allez monter le ton. Parce que peut-être qu'il est un peu sourd, hein. Il y a des gens qui ne comprennent pas quand vous dites vous êtes dans mon couloir, pouvez-vous sortir s'il vous plaît. Non, ils n'entendent pas, on monte le ton. Vous êtes dans mon couloir, pourriez-vous sortir s'il vous plaît. Puis le ton va monter. Mais ça doit être une colère que vous allez mesurer. Le ton, vous allez le mesurer dans la graduation, jusqu'à ce qu'il entende. Bon, des fois, il faut se mettre très très en colère pour que quelqu'un entende vraiment bien. Mais c'est pas tout de suite, on va monter crescendo. Donc la colère, elle est là pour préserver vos valeurs et votre couloir de natation. Parfait. Mais quand quelqu'un se met en colère pour un oui, pour un non, quand quelqu'un est très susceptible, quand quelqu'un vous dispute carrément, le premier soir ou quelques soirs plus tard, il vous dispute parce que vous n'êtes pas à l'heure, parce que ceci, il se fâche, il vous remonte les bretelles. Bah dites bon, imaginez dans 10 ans ce que ça va être, hein. Donc c'est pas normal, la personne impatiente, tous les comportements d'enfant, les caprices, la bouderie, l'impatience, tout ça, la colère, avoir de la peine pour un oui, pour un non, être susceptible, partir dans tous les sens, parce que vous avez oublié quelque chose, je ne sais quoi, on vous rentre dedans, mais dis donc, ça présage pas bien de l'avenir. Donc tous les comportements d'enfant sont suspicieux. M'a pas répondu assez vite, hein. Quand vous envoyez un texto, là l'autre répond pas, bah non, il est occupé là. Ah, il m'a pas répondu assez vite, pourquoi il m'a pas répondu? Il faut qu'il me réponde tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Eh oh, pas normal, là. La personne elle est occupée. Et si la personne, c'est elle qui vous dit, mais tu aurais pu me répondre tout de suite, moi je te réponds tout de suite, oh là 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 là. Est-ce qu'on peut vivre entre deux textos? Ou la personne qui vous bombarde de textos toute la journée. Bonjour, bonsoir, ça va bien, t'as bien mangé, t'as bien soupé, t'as bien fait ci, t'as bien fait ça, tu t'es bien brossé les dents. C'est envahissant. De toute façon, vous allez vous sentir étouffé. C'est envahissant. Alors, manifestez-le. Dites, oh, est-ce qu'on peut ralentir les textos? Alors, la personne qui vous dit je t'aime, mais au bout d'une semaine ou au bout de 2 jours, il y a un problème. Parce qu'on ne peut pas aimer au bout de 2 jours. Là, il faut quand même faire le tour de la question. Donc, c'est quand même plusieurs mois avant de se rendre compte qu'on a vraiment un attachement profond. Et je vous rappelle que vous êtes responsable de vos sentiments. Et quand on dit le cœur a ses raisons, que la raison ignore, non. Vous êtes responsable de décider d'avoir des sentiments pour quelqu'un ou non. Vous êtes responsable. N'allez pas foutre ça sur le dos de l'amour, il y est pour rien, ni sur le dos de la raison, elle y est pour rien, mais vous pouvez foutre ça sur le dos de la névrose, elle y est pour quelque chose. Donc, je t'aime trop rapidement, ça marche pas. Ensuite, tu me manques. Oh non, allez, tu me manques. Non, tu me manques là. Vous pouvez rien faire, tu me manques. Mais non, c'est pas tu me manques. C'est j'aurai plaisir à te revoir la prochaine fois. Mais si vous lui manquez, ça veut dire que la personne a un vide et que vous le remplissez. Vous êtes d'accord? Arrêtez de dire tu me manques. Parce que tu me manques, on peut rien faire. Là, oui, on est loin l'un de l'autre, on est en confinement, bah tu me manques, bah voilà. Et ben non, c'est pas un signe d'attachement que l'autre vous aime et que. Non, c'est un signe de névrose. Moi là, mon amoureux me manque pas, je lui manque pas. On se voit quand on se voit, et puis voilà, on remplit pas le vide l'un de l'autre. Tu me manques, c'est on remplit le vide. Et le dernier point, la jalousie. La jalousie, vous allez dire oui, il est jaloux, chouette, c'est qui m'aime. Non. Oh là 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 là, vous allez au-devant de gros ennuis. La jalousie, c'est la manifestation du manque de confiance et d'estime. Donc, je vous conseille d'être très prudent. Ouh, c'est vrai, faut pas mettre ses doigts sur sa figure. Mais ça fait rien, je suis pas sortie aujourd'hui. Non, c'est bon. Donc, soyez prudent par rapport à tous les principes que je viens d'évoquer. Et vous, est-ce que vous vous êtes reconnu dans cette description? Est-ce que vous avez des petites tendances à la compulsion ou à des petits caprices ou à de la bouderie ou à des comportements d'enfants? Est-ce que ça s'est bien passé avec vos parents, avec vos ex? Comment vous les considérez? Quelle est votre vision du couple? Parce que c'est aussi moi plus jamais en couple. Ouf.
On entend que la personne a été broyée. Et puis ben, les regrets. Souvenez-vous, les regrets, c'est vraiment aussi un sujet important. Et la dernière question qu'il faut poser en premier, il faut demander à la personne que vous venez de rencontrer, es-tu célibataire? Ben oui, parce que figurez-vous qu'il y en a qui ne posent pas la question et donc il y en a qui ne donnent pas la réponse. Et après coup, quand vous avez couché 3 fois avec, et vous apprenez que la personne est en couple, et vous lui dites « Mais tu m'as pas dit que tu étais en couple ?» Et la personne vous répond « Mais tu me l'as pas demandé ?» Donc, on s'entend que, première question à poser, es-tu célibataire? Et la deuxième qui peut suivre, c'est depuis combien de temps tu n'as pas eu de relation sexuelle? Parce que les fuck friends, là, les amitiés avec compensation, eh ben, c'est une relation. Vous pouvez me raconter ce que vous voulez, c'est une relation. Alors, voilà pour aujourd'hui. Vous connaissez les consignes. Fermons notre porte au virus. Il ne passera pas par nous. Et si vous voulez continuer à lire les chapitres du syndrome de Tarzan, que je vous mets progressivement dans mon site internet pascalpiquet.com, eh bien, allez-y. Et puis, si vous voulez travailler votre confiance et votre estime, il y a également un e-book qui va vous permettre de faire des exercices. Et si vous souhaitez les livres à 50% de réduction, vous allez sur le site de Béliveau Éditeur et avec plus d'un certain montant d'argent, vous aurez la livraison gratuite. Donc, battons Amazon, on est moins cher qu'Amazon et on livre au Québec. Je suis désolée pour l'Europe. Mais en tout cas, battons Amazon. Lisez les amis à moindre prix et puis vous pouvez acheter les livres maintenant et les lire cet été ou plus tard. En tout cas, on continue, on va y arriver. À demain.